On rejoint tout de suite l'équipe de 100% notre Nouvelles. collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Commençons avec l'inflation parce qu'on sait que ça préoccupe énormément de gens. L'inflation qui est repartie à la hausse pour un deuxième mois consécutif. Ouais. Alors, le Canada était à 2,8 en juin. Ça a monté en juillet, 3,3 4 au mois d'août. Ça annonce rien de bon pour la suite. La prochaine révision, c'est mercredi 25 octobre. Ouais. Puis 3,3, on paniquait pas tant que ça parce que, tu sais, on disait en économie, les courbes sont en dents de scie. Fait que même si tu es dans une courbe généralement descendante, tu peux avoir un petit dent de scie, tu sais, une petite dent de scie. Mais là, 3,3, 4. Et les causes, on s'en est déjà parlé. Et c'est certain qu'il y a le prix de l'énergie, le prix du pétrole. Il est reparti à la hausse, puis là, ça continue. Là, aujourd'hui, il a remonté un autre 2 $. En tout cas, c'était le cas à l'heure du dîner. Donc, là, le pétrole monte. Et puis, l'autre affaire, c'est les taux d'intérêt qui deviennent eux-mêmes, les taux d'intérêt qui ont augmenté tellement vite, qui deviennent eux-mêmes un facteur inflationniste parce que dans tu sais, on dit l'inflation, c'est calculé sur le panier de biens et de services d'une famille moyenne. Donc, un peu d'épicerie, un petit peu de linge, mais de l'habitation, c'est-à-dire dans le panier de dépenses d'une famille normale, on se loge. Donc, autant le logement locatif que les hypothèques, qui sont à peu près les deux paiements principaux pour se loger, selon qu'on soit propriétaire ou locataire, mais les deux ont augmenté considérablement. Et là, les taux d'intérêt eux-mêmes deviennent facteurs d'inflation. Donc, on est dans une espèce de tourbillon. D'impasse, commence à m'inquiéter, là. Commence à m'inquiéter parce que les chiffres hier qui ont circulé, au moins sur 3 grandes banques canadiennes, on est rendu aux alentours de 20% des hypothèques où les gens ne payent plus de capital et ne réussissent pas à payer tous leurs intérêts. C'est-à-dire qu'ils payent toujours leur montant, là. Mais le montant, je sais pas, mettons, il payait, on va dire un chiffron, il payait 2000 ça, exactement, un montant fixe. Il payait 2000 $ par mois, mettons, quand les taux d'intérêt étaient à 2 %. Là, il paye encore 2000 $ par mois. Mais à l'époque, le 2000, il y avait, mettons, 1300 d'intérêt, puis 700 qui allaient se payer en capital sur la maison. Mais maintenant, sur leur prêt, avec les nouveaux taux d'intérêt, ils ont 2200 d'intérêt à payer. Puis là, eux, ils font leur paiement de 2000, mais il manque 200 juste pour payer les taux d'intérêt, les frais d'intérêt. Donc là, la banque prend le 200 qui manque en intérêt, puis va le rajouter sur l'hypothèque. Donc plutôt, mettons que tu regardes ton relevé, toi et moi, plutôt que de voir ta maison qui se paye, là, tu sais, que le montant de capital baisse, ben tu dois un peu plus sur ta maison à chaque mois. Bon, au début, c'était des exceptions. On disait les banques commencent à avoir ce petit phénomène-là qui apparaît. Mais là, tu dis, OK, c'est comme un ménage sur 5 qui paye une hypothèque pour quelques-unes des banques. On n'a pas les chiffres pour les autres banques, mais à peu près un ménage sur 5 se retrouve dans cette situation qu'on appelle d'amortissement négatif. C'est-à-dire que tu ne payes plus ta maison, là, tu dois un peu plus à chaque mois. Fait qu'on commence à avoir des signaux. Les ménages sont très endettés. Puis là, je mets de côté l'hypothèque. Là. L'endettement, tu sais, des ménages, cartes de crédit, prêts auto et autres, a augmenté beaucoup. L'épargne a baissé. Fait que on commence à voir, puis là, tu dis, OK, les taux d'intérêt vont probablement réaugmenter parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'inflation. Quand les banques centrales décident de monter les taux directeurs, Mario, ça alimente inévitablement aussi l'inflation. Est-ce que tu crois qu'une hausse le mercredi 25 octobre est inévitable ou on va peut-être se garder une petite gêne? Je pense pas qu'elle est inévitable, mais je pense que ce matin, les probabilités ont grimpé. Moi, je me souviens, je parlais avec l'économiste en chef du groupe IA qui me disait, je pense que lui, il pensait que c'était fini. Là, Sébastien McMahon, il pensait que c'était fini pour l'année. Là, je suis curieux d'y reparler aujourd'hui avec les nouveaux chiffres. L'inflation devient vraiment tannante. C'est sûr que l'inflation, il y a l'autre chiffre là, quand tu prends l'inflation en enlevant la dimension pétrole, mais on est un peu coincé, là. Et pas juste au Canada, la même situation se vit ailleurs aussi, mais on est un peu coincé. Et ça a permis ce matin, là, Pierre Poilievre s'en est donné à cœur joie d'en repasser un autre coup sur la culpabilité, la responsabilité de Justin Trudeau, qui est toujours un peu exagéré quand M. Poilievre en parle. C'est son cheval de bataille. Quoique, c'est ça. Justin Trudeau a une responsabilité, mais il y a de l'inflation dans d'autres pays aussi où ils n'ont pas Justin Trudeau, là.
Concernant les allégations, on peut même appeler ça accusation de Justin Trudeau à l'endroit de l'Inde, son implication dans le meurtre de cet homme de la communauté sikh tué au Canada en juin dernier. Le premier ministre Justin Trudeau a tenté de calmer le jeu. Aujourd'hui, on va l'écouter, Mario. Je veux réitérer qu'on devrait rester calme, qu'on devrait rester ancré dans nos valeurs démocratiques, dans les principes de règles de droit et de suivre les faits et de faire le travail nécessaire pour assurer justice et redevabilité. Lorsqu'il dit on devrait rester calme, comment tu interprètes cette déclaration de Justin Trudeau? Évidemment, l'Inde a réagi très fortement. Oui, bien l'Inde nous a envoyé promener. L'Inde a dit qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans, puis nous a envoyé promener. Bien, rester calme. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Je pense que c'est surtout lui qui a voulu... Je pense que l'expression « il a voulu calmer le jeu », c'est vraiment ça. Là. C'est vraiment de cette façon-là qu'il faut le voir. C'est-à-dire que M. Trudeau n'a pas voulu faire monter les enchères avec l'Inde. C'est comme si par rapport à l'Inde, qui a donné son coup de jarnac, puis là, il n'en rajoute plus. On a un problème, là. Je mets de côté, là, je comprends qu'on pouvait pas passer sous silence la gravité, un homme assassiné. Mais on a un problème au Canada, parce que le plus grand pays du monde en population, c'était la Chine. Il a été dépassé par l'Inde il y a quelques mois. Ouais. C'est les deux plus populeux pays du monde, deux économies les plus fortement en croissance. C'est pas encore les pays les plus riches, mais c'est deux des pays les plus en croissance. Si tu fais la jonction entre l'ampleur de leur population, là, chacun à peu près 1,4 milliard, et l'ampleur de leur croissance économique, tu te dis, OK, c'est tout un pays, tout un marché à conquérir. Si tu veux exporter ou importer, c'est tout un marché avec qui faire des affaires. Là, le Canada était comme un peu barré avec la Chine, ou en mauvais terme avec la Chine, et la stratégie canadienne, c'était de dire, OK, dans cette région-là du monde, l'Asie, on va se concentrer sur la zone Indo-Pacifique. Donc, tous les pays là, de l'Asie du Sud-Est, tu pars de l'Inde, là, puis tu t'en vas vers l'Est jusqu'en Indonésie. Ça fait un groupe de pays, puis tout ça mis ensemble, là, ça commence à faire un marché économique quasiment aussi puissant que la Chine. Fait que ça va être ça notre stratégie. On contourne un peu la Chine, on se concentre sur les autres. Mais là, si t'es barré avec l'Inde aussi, tu te dis, OK, est-ce que vraiment le Canada, qui est un gros pays économiquement en termes de richesse individuelle. Qu'est-ce qui va nous rester? Je veux dire, le Canada n'est pas si gros que ça, là, à 40 millions de population, avec les ralentissements. L'influence internationale du Canada a beaucoup baissé ces dernières années. Est-ce que le Canada peut se permettre d'être, comme on dit, barré avec la Chine puis barré avec l'Inde? C'est quoi la stratégie de relations internationales du Canada dans ce contexte-là? Est-ce qu'un pays qui pourrait venir à la rescousse du Canada en appui? Pas sur l'Inde. Pas sur l'Inde. Sur la Chine, on avait des alliés. Sur la Chine, on avait des alliés quand, par exemple, même au contraire, là, c'est nos alliés qui nous poussaient, l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, évidemment, qui disaient prenez pas Huawei là, comme système de télécommunication 5G. Alors, dans le cas de l'Inde, le Royaume-Uni, d'abord, il y a une grosse population indienne au Royaume-Uni. Il y a une alliance naturelle entre l'Inde et le Royaume-Uni. L'Inde a été colonisée par la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est un pays qui se mettra jamais à dos l'Inde, les États-Unis le moins possible aussi. Non, le Canada n'a pas beaucoup d'alliés sur celle-là. Alors c'est pour ça qu'en termes de relations internationales, c'est un gros coup qu'a frappé M. Trudeau hier. On sent bien que quelque part, il s'est dit, hey, là, j'ai tellement mal paru dans le dossier de la Chine que là, dans le dossier de l'Inde, je vais aller à l'autre extrême. Là. Je vais prendre les devants, je vais me lever en chambre, puis moi-même, je vais planter l'Inde. Mais je me posais la question à haute voix ce matin. J'ai peut-être pas raison, mais je réfléchis à haute voix. T'sais. Est-ce que M. Trudeau se retrouve dans la position du type là, qui était sur l'accotement de gauche pendant des années, là, puis là, il roulait sur l'accotement. Puis là, à un moment donné, quelqu'un, il a crié « Hey, man, t'es sur l'accotement! » Puis là, il t'a donné un coup de volant. Puis là, il s'est retrouvé sur l'accotement de droite. Puis tu te dis, t'es aux deux extrêmes, mais t'es jamais sur la route. Puis je me suis posé la question, est-ce qu'on était tellement dans un extrême de mollesse avec la Chine que là, l'image de M. Trudeau s'en est trouvée affectée? Puis là, on est allé à l'autre extrême en disant, ben non. Là, ce fois-ci, avec l'Inde, là, ils vont voir que je me tiens debout. Puis ils se lèvent en chambre, puis bang! Mais là, oui, OK, une fois que ça c'est fait, c'est un gros coup. Pour sa rentrée parlementaire, ça a frappé fort. Mais on fait quoi avec la relation avec l'Inde à partir de maintenant? Là, je pense que c'est une question... Moi, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, c'est une question qui va ressurgir. Là, une fois passée l'émotion, on dit, voyons, un homme a été assassiné. Ben...
Volodymyr Zelensky qui s'est adressé devant l'Assemblée de l'ONU aujourd'hui. Il sera de passage à Washington avant de venir au Canada, Toronto, Ottawa, rencontrer le premier ministre Justin Trudeau. Mario, ça fait à peu près 1 an et demi que cette guerre a débuté. Il ne semble pas y avoir vraiment d'issue évidente. Le temps joue contre l'Ukraine. La contre-offensive ukrainienne n'avance pas aussi vite que ce qu'on pouvait espérer. As-tu l'impression que M. Zelensky joue gros en ce moment? Oui, mais lui, il a besoin d'aller visiter des pays. Oui, consolider ses appuis, mais plus que ça. Je pense que l'appui, par exemple, du gouvernement canadien est ferme, mais lui, il doit aussi aller mousser un peu dans les populations des pays par des discours. Parce que, tu sais, on se fatigue, là, les gens se fatiguent. Je pense que les Canadiens étaient très, très, très engagés dans cette guerre au début. Ils trouvaient ça épouvantable ce que la Russie faisait. On trouve encore ça épouvantable, c'est juste que le temps passe, puis une foule d'autres problèmes qui nous touchent. Puis, donc, pour que le gouvernement, pour que la population, l'opinion publique soit toujours commise à dire oui, on veut que notre gouvernement fournisse de l'argent, des armes, mais il faut que Zelensky vienne parler aux populations aux États-Unis, au Canada, là, de toute urgence. Je pense qu'il fait bien de le faire. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.